Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Mary Quigley. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis et plus précisément en Californie, pour une affaire qui à l'époque a marqué le pays. Le 10 septembre 1977, le corps de Mary Quigley, une lycéenne, est retrouvé au petit matin. L'adolescente a été violée et étranglée. La veille au soir, elle était à une fête avec des amis. A-t-elle fait une mauvaise rencontre en rentrant chez elle? Connaissait-elle son agresseur? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Nous sommes à Santa Clara, en Californie. Une ville de 130 000 habitants, située à 45 minutes de San Francisco. Ce 10 septembre 1977, comme à son habitude, un agent s'occupe de l'entretien du terrain de baseball du lycée voisin. Lorsqu'il aperçoit au loin quelque chose d'étrange, il appelle aussitôt la police. Quand j'ai vu la victime pour la première fois, j'ai été frappé par la violence du drame. Elle était nue, à l'exception de ses pieds qui étaient encore couverts. Suspendu au grillage du terrain, le corps d'une adolescente. La jeune fille est accrochée par la ceinture d'un manteau enroulé autour de son cou. Elle semble avoir été battue et étranglée. Son jean est posé à côté d'elle avec ses sous-vêtements à l'intérieur, ce qui laisse supposer qu'elle a peut-être aussi été violée. Le contenu de son sac à main est disséminé autour d'elle, mais aucune pièce d'identité n'est retrouvée. Seul gît dans l'herbe, un morceau de papier où sont griffonnés quelques chiffres. Les forces de l'ordre gèlent immédiatement la scène de crime et commencent leurs investigations. En parallèle, le proviseur du lycée dont dépend ce terrain de baseball est convoqué et arrive sur place. Peut-être pourra-t-il identifier la victime. Vous la connaissez? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Ces chiffres vous parlent? Ce sont des combinaisons de casier. On les a remises la semaine dernière pour le début de l'année scolaire. La police retrouve rapidement le casier correspondant à la combinaison et grâce à lui, il découvre l'identité de la victime. Il s'agit de Mary Quigley, 17 ans, élève de terminale. Mary avait beaucoup d'amis. Elle était très charmante, très avenante. Elle avait la voix douce et elle était presque trop généreuse. Quand un de ses amis voulait quelque chose qu'elle avait, elle lui donnait. Je me suis toujours dit qu'en grandissant, elle allait faire de grandes choses pour le monde. Les enquêteurs interrogent tout de suite ses amis. Très vite, ils apprennent que la dernière fois où Mary a été aperçue vivante, c'est la nuit qui a précédé la découverte de son corps. Elle était à la soirée juste au bout de la rue. Vous l'avez vue là-bas? Oui, on l'a vu. C'est une grande fête de fin d'été. Une sortie exceptionnelle pour Mary qui n'est pas une habituée des soirées du lycée. Attention! Ce soir-là, elle accompagne Roger Canares, un copain de classe qu'elle voit beaucoup depuis 6 mois. Salut! Ça va mon pote? Coucou les filles! Hey, tu vas bien? Super soirée. Je vous présente Marie. Salut, ça se passe? Content de vous T'as voir. passé de bonnes vacances? Ouais, ça va. Je reviens tout de suite, ok? Tu vas où? Parlez aux gens. Amuse-toi bien. Vers 23h, Canares s'éclipse avec des amis et abandonne Mary à la fête. Elle a erré un moment dans le jardin sans vraiment s'attarder à discuter avec quelqu'un en particulier. Elle a plutôt papillonné de groupe en groupe. Puis, selon les témoins,
Au bout d'1 heure environ, Marie quitte la soirée à pied, lassée d'attendre. Mais elle habite à 6 kilomètres de là, donc trop loin pour rentrer chez elle. D'après les élèves présents sur place ce soir-là, elle s'est donc sûrement rendue chez son meilleur ami, Carl Epson, qui vit tout près. Une hypothèse qui concorde avec l'emplacement de la scène de crime. Le terrain de baseball où Marie a été retrouvée est un raccourci entre la fête et chez Carl. Qui plus est, le terrain est vaste et mal éclairé. Si Marie a été suivie en sortant de la fête, c'est l'endroit idéal pour l'agresser. Pour les enquêteurs, tous les garçons présents à la soirée sont désormais des suspects potentiels. Et en premier lieu, Roger Canares, qu'elle accompagnait. Pourquoi as-tu quitté la fête? Je sais pas, on est passé chez un autre ami un moment et... Tu es retourné à quelle heure? vers 00h30. A priori, il n'était pas présent sur les lieux au moment du crime. Merci, on reste en contact. Des dizaines d'autres invités sont interrogés. Et peu à peu, un nom ressort, celui de Patrick Portina. Plusieurs personnes différentes qui étaient présentes à la fête ce jour-là ont remarqué qu'il portait une attention particulière à Mary. Afin de creuser cette piste, les enquêteurs le convoquent pour l'interroger. On a quelques questions à te poser sur tes agissements le soir du 10. Assieds-toi. Tout de suite, les enquêteurs remarquent un détail intéressant. Portina a des coupures et des égratignures sur le visage et sur le corps. Patrick, on sait que tu étais proche de Mary Quigley. Tu confirmes? Ouais? Tu lui as parlé? Non. D'où viennent ces coupures? Sur ton visage, sur tes mains? T'as dû mettre pas mal de coups? Je me suis bagarré il y a quelques jours. Après la fête. C'était pas le 10, hein, Avec qui tu t'es battu? Avec un type au lycée. C'était pour me défendre. On dirait plutôt que quelqu'un a essayé de te repousser, comme une fille qui t'aurait griffé pour se libérer de... Oh ouais! C'est n'importe quoi. Arrêtez de balancer des accusations comme ça. Je ne dis que ce que je vois. Mais après vérification de son emploi du temps le soir du meurtre, la piste s'effondre. L'adolescent a un alibi solide. Vous en êtes sûr? Portina mis hors de cause, les enquêteurs décident d'interroger Carl Epson, le meilleur ami de Mary. C'est chez lui, a priori, qu'elle devait se rendre en quittant la soirée. Pourquoi tu n'es pas allé à la fête? Tu étais où? Je suis parti tard du boulot. Il devait être 00h30. On est venu ici et on est allé à la fête ensuite. On a dû rester 1 heure. Elle était même plus là quand je suis arrivé. Vous ne l'avez pas croisé? Non. Carl travaillait dans un restaurant dans le centre-ville de San José et il n'avait pas débauché avant 00h30 passé. Il avait un ami qui travaillait également dans le même restaurant à San José et qui l'a raccompagné en voiture jusqu'à son domicile. On y va. Ensuite, il est allé à la fête, mais il est arrivé là-bas à plus d'1 heure du matin. Mary était déjà partie. Nouvelle impasse pour les enquêteurs. Tous les suspects présents à la fête ont un alibi confirmé. L'enquête n'avance pas. Quand quelques jours après le drame, la mère de Mary se présente au poste de police. Elle a une information qui pourrait bien relancer toute l'affaire. Elle croit savoir qui a tué sa fille. Je pense que c'est Keith Kearns. Keith Kearns, l'ex-petite amie de Mary. D'après sa mère, elle l'a plaqué quelques semaines avant sa mort. Elle l'avait surpris alors qu'il embrassait une autre fille. Et elle avait rompu. Je trouvais qu'il avait une très mauvaise influence sur elle. Il était blessant et mesquin. J'arrivais pas à comprendre ce qu'elle lui trouvait. À mes yeux, il n'était pas digne de confiance. L'amoureux fraîchement congédié aurait-il pu vouloir se venger par dépit ou par jalousie pour l'empêcher de sortir avec d'autres garçons? On doit savoir où tu étais la nuit du 10. Je faisais une journée continue au bowling. Ton patron peut en attester? Ouais? Tu as fini à quelle heure? Il était minuit. Tu es allé où après? Je suis rentré. Quelqu'un peut le confirmer? Ma mère était là. Tu es rentré tout de suite? Tu n'as pas été à la fête pour la voir? Je suis pas allé à la fête.
On va vérifier ça au bowling. On va parler à ton patron et vérifier ta carte de pointage pour voir à quelle heure tu es parti. Pour le moment, tu peux y aller. Mais là aussi, toutes les déclarations de Keith sont confirmées. 4 mois après le drame, l'enquête est au point mort. J'allais très souvent sur les lieux, et ce n'était qu'un bout de terrain désolé couvert de mauvaises herbes à l'époque. Je voulais marquer l'emplacement, parce que d'autres personnes s'y rendaient aussi en sa mémoire de temps en temps. Alors j'ai fait une stèle et je l'ai plantée dans le sol. À l'endroit précis où on l'a trouvée, avachie d'eau au grillage sur le terrain. Pendant 6 longues années, aucun nouvel indice ne vient relancer l'enquête. Mais en 1984, Ted Kitch se voit confier l'affaire. Un de mes supérieurs hiérarchiques m'a demandé de reprendre le dossier et de déterminer si l'affaire pouvait ou non être résolue et si nos ressources nous permettaient de faire quelque chose qui nous était impossible en 77. Je lui ai répondu, bien sûr, je vais me pencher dessus et voir s'il y a quelque chose à faire. Il reprend un à un tous les éléments de l'enquête. L'observation du corps indiquait qu'elle avait été traînée sur une certaine distance jusqu'au grillage où elle avait été attachée, puis elle avait été violée. Selon moi, elle était sûrement déjà morte au moment où on l'avait attachée. Ted Kitch examine tout le dossier et arrive à la même conclusion que ses prédécesseurs. Il est convaincu que le meurtrier de Mary était présent à la fête où elle a été vue pour la dernière fois. J'ai parcouru des tonnes de rapports, des tonnes d'entretiens, et j'ai essayé d'élaborer une chronologie incluant toutes les personnes présentes à la fête, avec leurs heures d'arrivée et de départ, en particulier celles qui avaient été identifiées en train de discuter avec Mary ou de lui prêter attention. Il établit une nouvelle liste de 11 suspects potentiels qui ont tous quitté la soirée dans le même intervalle que Mary. J'ai vérifié les casiers judiciaires de chacun d'entre eux et je suis resté bouche bée. Parmi ces 11 individus, tous avaient des antécédents criminels et plusieurs d'entre eux avaient été inquiétés pour des affaires d'agression sexuelle. Mais là encore, c'est l'impasse. Aucun de ces invités ne s'avère lié au meurtre de Mary. L'affaire s'enlise pour la seconde fois. Parfois, une enquête en arrive à un point où l'on n'a plus rien à en tirer. On n'a plus aucune piste à suivre, on n'a aucun indice, pas la moindre pièce à conviction à faire analyser. On se retrouve à l'arrêt et l'affaire finit par être classée sans suite. En 2001, Ted Kitch prend sa retraite. Il referme le dossier Mary Quigley sans avoir pu percer le mystère de sa mort. Je suis sûr que dans la brigade, les inspecteurs passaient leur temps à se demander s'ils avaient des nouvelles de l'affaire Mary Quigley. Les années passaient, mais la police s'intéressait toujours à l'enquête. Elle était toujours dans l'air. Alors, quand Wade Kazem et Michael Chambry réouvrent le dossier presque 30 ans après les faits, ils espèrent vraiment pouvoir résoudre cette affaire qui hante la police de Santa Clara. Je me suis refait le scénario des centaines de fois dans ma tête pour savoir comment elle s'est retrouvée là, à l'endroit où elle a rendu son dernier souffle. Où elle allait comme ça. D'après moi, Mary a été surprise par son agresseur. Pitié, non, arrête, Je n'ai jamais cru que Mary était venue là de son plein gré avec son meurtrier. Pour moi, il semblait évident que c'était forcément quelqu'un qui connaissait bien les lieux, quelqu'un qui était venu ici très souvent et qui savait qu'il pourrait commettre ce crime et prendre la fuite sans être vu ni entendu. L'enquêteur est aussi convaincu que la mise en scène du corps de Mary pendu au grillage peut fournir de précieux renseignements sur le profil du tueur. Il faut brasser le plus large possible tout en essayant de rester logique. Pour moi, le message était « Regardez ce que j'ai fait ».
Les enquêteurs se replongent dans la scène de crime, car chaque détail compte. Le nœud autour de son cou, par exemple. Quel genre de nœud c'était? Qui ferait un nœud pareil? Est-ce que n'importe qui pourrait le faire ou est-ce qu'il est caractéristique d'une profession où il est très pratiqué? On s'attarde sur ces détails. On examine le contenu de son sac qui était éparpillé. Pourquoi était-il sans dessus-dessous? Est-ce que le tueur cherchait quelque chose? Est-ce qu'il a volé quand elle s'est fait agresser? Est-ce qu'elle a frappé le tueur avec? Ou est-ce qu'il a glissé de son bras pendant l'attaque? On examine différents aspects de la scène de crime en essayant de mieux l'appréhender, de comprendre ce qui est passé par la tête du meurtrier pour que ça aboutisse à ça. En presque 30 ans, la police scientifique a aussi fait d'immenses progrès. Grâce à elle, les enquêteurs vont peut-être enfin pouvoir faire parler certains indices prélevés sur la scène de crime. Il y avait beaucoup de pièces à conviction dans cette affaire. Il devait y en avoir environ 6 boîtes pleines. J'ai pris rendez-vous avec la greffière et je lui ai demandé de me sortir tous les indices biologiques gardés au congélateur. Voyons voir. Et là, bonne surprise. L'inspecteur découvre que ces indices ont été soigneusement conservés durant toutes ces années. Une précaution qui va s'avérer très payante. Waouh! Des lames de 77. Les anciens enquêteurs avaient eu la prévoyance de recueillir, sur des lames de microscope recouvertes d'une fine couche de film plastique, du liquide séminal prélevé sur le corps de Marie. Et, incroyable mais vrai, 30 ans plus tard, en 2005-2006, on s'est servi de cette pièce à conviction. Ici Kazem. J'ai besoin de faire des tests ADN au plus vite. Kazem et Chembri mettent tous leurs espoirs dans ces tests. Pour eux, c'est leur dernière chance de pouvoir enfin identifier le meurtrier de Marie Quigley. Depuis 2005, il existe en effet un fichier national des empreintes génétiques qui recense tous les criminels. Et qui sait, celui qui a tué Marie est peut-être fiché. Après 3 semaines d'attente, les enquêteurs reçoivent enfin les conclusions de leur requête. Excuse-moi. Chembri, je vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Aucun résultat. Terrible déception pour les enquêteurs. L'ADN du tueur n'apparaît pas dans la base de données nationale. Il n'appartient à aucun criminel déjà recensé. Mais Kazem et Chembri disposent quand même d'une preuve capitale, l'ADN du tueur. Ils décident alors de le confronter à l'ADN de tous les garçons interrogés au fil de l'enquête. La plupart des hommes qu'on a contactés n'avaient pas donné d'échantillon, et aucun échantillon à leur nom n'était disponible dans le système. Du coup, on a dû aller sur le terrain et récupérer les échantillons un par un. Ça nous a ouvert les yeux. Plusieurs suspects potentiels étaient vraiment sur la défensive, et certains ont même refusé de nous donner un échantillon. On a dû faire appel à un avocat pour obtenir leur ADN. Salut, ça va mon pote? Quant à Roger Canares, que Marie accompagnait à la fête, les enquêteurs apprennent qu'il est mort. Sans ADN, comment savoir si ce n'est pas lui, le violeur et le tueur? On peut utiliser l'ADN d'un frère ou d'une sœur pour vérifier qu'il ne présente pas de similitude avec le sperme. Canares a bien un frère, mais il est sans abri. Les enquêteurs partent à sa recherche et finissent par le retrouver au bout de 6 mois. Vous vous appelez bien Canares? Ouais. Frère de feu Roger Canares? Oui. Accepteriez-vous de faire un test ADN pour qu'on sache si on peut le disculper? Oui, sans problème. Ouvrez grand la bouche. Peine perdue, les résultats disculpent Roger Canares. Les enquêteurs décident alors de prélever l'ADN de l'ancien petit ami de Marie, Keith Kearns. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à Marie Quigley. Je n'ai jamais pu me la sortir de l'esprit. Je serais ravi de coopérer de n'importe quelle manière. ADN, polygraphe, ce que vous voulez. L'ADN suffira. D'accord.
J'ai fourni 2 prélèvements et j'ai été innocenté. À juste titre. Vient le tour de Carl Epson. Carl Epson était le meilleur ami masculin de Mary. Elle lui disait tout, elle lui racontait ses problèmes personnels, elle lui parlait de ses histoires de cœur. Et ils discutaient beaucoup quand ils étaient au lycée. Ils n'avaient pas de relation amoureuse. Il l'aimait beaucoup, mais comme on aime sa meilleure amie. Quand on l'a rencontré, plus de 20 ans après les faits, il était devenu alcoolique. Mais il avait une vie normale, il travaillait, il avait une famille. Et lui aussi est disculpé par son ADN. Plus d'une dizaine d'autres personnes, parmi lesquelles des amis, des connaissances de Mary et des gens dont la rumeur disait qu'ils avaient quelque chose à voir avec le meurtre, ont subi des tests ADN et ils ont tous été écartés. En général, dans ce genre d'affaires, on essuie beaucoup d'échecs. Il faut accepter que ça ne sera pas facile et que c'est pour ça que l'enquête n'a jamais abouti. Il faut simplement ouvrir la porte qui nous mènera au coupable. Chambry et Kazem se retrouvent à leur tour dans l'impasse, comme leurs prédécesseurs. À un détail près, l'ADN du tueur est maintenant intégré au fichier national des empreintes génétiques. Or, ce fichier est régulièrement alimenté par l'ADN de nouveaux criminels. Peut-être qu'un jour, il livrera enfin un nom. Vous voulez bien répéter? Richard Archibeck? Richard Archibeck est un délinquant sexuel âgé de 47 ans. Après une agression, son ADN est inséré au fichier. Et là, coup de théâtre, il correspond à celui du violeur de Mary. D'accord, merci. Mais pourquoi cet homme n'a-t-il pas été interrogé plus tôt, au cours de l'enquête? Il ne faisait pas partie des jeunes présents à la fête. On ne lui connaissait pas de relation avec Mary. Et il n'était pas dans son cercle d'amis. Je savais que ça arriverait. Déconcertés, Kazem et Chambry épluchent à nouveau le dossier. Et là, nouveau rebondissement. Ils découvrent que ce Richard Archibeck apparaît bien au cours de l'enquête sur le meurtre de Mary. Le voilà. Le voilà. Son nom était dans un rapport additionnel de 1979 dressé par un sergent à la retraite, qu'il avait interrogé suite à son arrestation pour un crime similaire sur une autre victime féminine. En 1979, soit 2 ans après le meurtre de Mary, un homme tente de violer une adolescente à quelques pas du terrain de baseball où Mary avait été retrouvée morte. Non, arrête! Il avait abordé une jeune fille à peu près du même âge que Mary. Il l'avait emmenée sur un terrain vague avant de l'étrangler et de la forcer à avoir un rapport sexuel. Elle avait également été blessée au visage et au cou, des lésions très semblables à celles de Mary. Non! Sauf que cette fois-là, la lycéenne s'en sort vivante et va porter plainte à la police. Vous sauriez nous le décrire physiquement? Vous vous rappelez à quoi il ressemblait? Ses cheveux étaient longs et bruns et il avait un œil de verre. Avec une telle particularité, la police n'a aucun mal à le retrouver. Il est trop bizarre. En 1977, Richard Archibeck était inscrit au lycée, mais il n'y allait pas beaucoup. C'était un solitaire. Il n'avait pas du tout d'amis. C'était un drôle d'oiseau. Il avait un œil qui vous regardait et l'autre partait complètement sur la gauche. Il n'avait pas l'air de vouloir rester en place. Je crois qu'on peut dire qu'il avait un strabisme assez sévère. Archibeck n'a pas d'amis. Beaucoup le trouvent étrange, d'autant que pour compenser sa petite taille, il met des talons de 8 cm. Les chaussures qu'il portait lui donnaient un petit air de Frankenstein. Elles lui donnaient une démarche bizarre. Archibeck est condamné à 6 ans de prison pour l'agression de la lycéenne. À l'époque, la mort de Mary Quigley est encore dans toutes les mémoires. Alors, quand l'enquêteur qui envoie Archibeck en prison apprend qu'il était allé au lycée avec Mary, il s'interroge forcément. Et si Archibeck était le meurtrier? Avez-vous tué Mary? Il lui a demandé son détour s'il était impliqué dans le meurtre de Mary.
Il a répondu qu'il ne connaissait Marie que de vue, mais qu'il avait entendu parler du meurtre et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. En effectuant quand même des recherches, le policier ne trouve aucune preuve qu'Archibek était à la fête, ni qu'il avait approché Marie ce soir-là. Alors il ne va pas plus loin. Il transmet juste son rapport aux enquêteurs qui travaillent sur cette affaire. Et ce fameux rapport est glissé dans le dossier Marie Quigley. Pendant ce temps, Archibek purge sa peine pour l'agression de l'autre lycéenne. Une fois sorti, comme tout délinquant sexuel, il est censé fournir un échantillon d'ADN pour la base de données. Mais il n'en fera rien Richard, jusqu'en 2006, où son conseiller d'insertion et de probation finit par le rattraper. je ne vais pas y aller par quatre chemins. Soit vous donnez un échantillon d'ADN, soit vous retournez en prison. Acculé, Richard Archibek finit par fournir son ADN. Et c'est ainsi que son nom surgit dans l'affaire Marie Quigley. Si pendant des années il est passé entre les mailles du filet, dorénavant, il a Kazem et Chembry à ses trousses. Archibek. Pour nous, Archibek ne méritait pas de passer un jour de plus en liberté. On s'est dit que deux agents de police en costume de ville, qui frappent à sa porte en pleine journée, ça ne devrait pas l'alarmer outre mesure. On se trompait lourdement. C'est pas lui là-bas? C'est lui. C'est lui. Il s'échappe. Bon. Allô? Ici Chembry. On veut seulement vous parler. Ah bon? C'est que je suis en Californie du Sud en ce moment. Vous mentez, on vous a vu vous enfuir. Je vais devoir vous rappeler, parce que je suis en train de faire des travaux chez une famille en Californie du Sud. Je sentais qu'il essayait de gagner du temps au bout du fil. J'entendais presque son cerveau tourner à plein régime. Comment je vais m'en sortir? Où je peux aller? Comment je peux m'en dépêtrer? Je lui ai dit, j'ai besoin de vous parler. Et il m'a dit, pas de problème, je viendrai lundi. J'ai dit, non, je veux vous parler maintenant. Il a dit, d'accord, je serai au poste dans 20 minutes. Archibek. Pourquoi vous êtes venu chez moi? On a rouvert l'enquête sur le meurtre de Marie Quigley. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il essayait d'évaluer ce qu'on savait, ce qu'il attendait, ce qui allait se passer, mais il était impassible. Vous vous droguiez au lycée, Richard? Vous formez un duo comique, c'est ça? Vous me faites une sorte de petit numéro, non? C'était il y a une éternité, mon vieux, une éternité. Mais Richard Archibek change vite de ton quand il apprend que son ADN est lié à l'une des plus grosses affaires de meurtre de l'histoire de Santa Clara. Il prend un avocat. Et il adopte une stratégie de défense des plus basiques. Il assure que Marie et lui avaient couché ensemble de manière consentie, plus tôt dans la journée. Mais les analyses de la scène de crime reportées dans le dossier contestent cette version. La preuve ADN indiquait qu'ils n'avaient pas pu se retrouver plus tôt dans la journée pour coucher ensemble. C'était donc qu'il l'avait violée et tuée, et il était le dernier à l'avoir vue vivante. Car il n'y avait aucune trace du sperme de Richard Archibek sur les sous-vêtements de Mary. Ce qui prouvait qu'après qu'il lui avait enlevés, elle ne les avait plus jamais remis. Pour consolider leur accusation, Kazem et Chembry cherchent un autre élément qui pourrait prouver la présence d'Archibek sur le terrain de baseball, la nuit du meurtre. Les enquêteurs d'origine avaient récolté toutes sortes de pièces à conviction sur la scène de crime. On avait tous ses vêtements et le contenu de son sac à main. Et on avait même des brins d'herbe que les policiers avaient coupés, mis de côté et préservés dans le dossier depuis 30 ans. On a trouvé un mélange d'ADN sur les brins d'herbe prélevés juste sous le corps de Mary. Et il s'agissait des ADN de Mary et de Richard Archibek. Cette fois encore, Archibek est confondu par son ADN. C'est certainement lui qui a violé Marie sur le terrain de baseball. Tout l'accuse. Une hypothèse confortée par un dernier coup d'éclat du suspect. Il va définitivement sceller son sort en se vantant du meurtre auprès d'un codétenu. Il parlait à travers les barreaux et Archibek a déballé tout ce qui s'était passé. Tu veux que je te dise?
Archie Beck lui raconte que cette nuit-là, il était survolté et prêt à tout. Je savais qu'il faisait des fêtes tous les week-ends. Ça ne ratait jamais. J'ai pris ma voiture, je me suis planté devant la maison et j'ai attendu qu'elle sorte. Salut. Je peux t'accompagner? Non. Oh, allez. Allez, quoi? Allez. Tu veux pas embrasser un mec comme moi? Oh mon Dieu! Non! Allez. Les gens ne se rendent pas compte, et surtout les jeunes filles, qu'une chose pareille peut arriver à tout moment. Que face à des gens pareils, vous n'avez aucune chance. Je pense qu'après l'avoir tué, il s'est mis en tête qu'il aurait peut-être un moyen de s'en tirer s'il arrivait à donner l'illusion qu'elle s'était suicidée. Mais il manque de force pour hisser le corps et maquiller le tout en pendaison. La mise en scène est ratée. Accablé par ses aveux et désigné par son ADN, Richard Archie Beck est reconnu coupable du meurtre de Mary Quigley. Il est condamné à 7 ans de prison, reconductible à perpétuité. 30 ans après le drame, le dossier peut enfin être refermé. On ne s'en est pas réjoui, parce que ça n'allait pas ramener Mary à la vie. Mais c'était une satisfaction de savoir que justice avait été rendue. J'ai passé 29 ans à me demander qui avait fait ça et pourquoi il ne le trouvait pas. Ça m'a redonné foi en l'humanité. Savoir que quelqu'un avait continué de chercher pendant tout ce temps et avait fini par le trouver. Quand j'ai vu Janice, la mère de Mary, descendre les escaliers du tribunal, elle s'est arrêtée devant moi et elle m'a dit « Pendant toutes ces années, je croyais que tu avais tué ma fille. » Et j'ai dit « Je l'aimais, pourquoi je l'aurais tuée ?» Je pense que Janice ne m'en veut plus maintenant, parce qu'elle sait que je n'avais rien à voir avec le meurtre de sa fille. Peut-être qu'elle n'appréciait pas beaucoup ce qu'on faisait à l'époque, et honnêtement, je peux le comprendre. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Un vieil ami m'a appelé et il y avait un tourbillon d'émotions qui se bousculait dans mon esprit. Des milliards de choses me sont passées par la tête et encore aujourd'hui, des années plus tard, je n'ai toujours pas assimilé tout ça. J'ai toujours du mal à y croire. C'est ahurissant. J'étais content qu'on ait trouvé le coupable. C'était une journée riche en émotions. Ça faisait du bien. Ça a montré à la communauté que la police n'abandonne jamais. Et ça a montré aux meurtriers que même 30 ans après les faits, on pouvait les retrouver. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.